écoutez, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence sur le pilotage par la valeur. Pour démarrer, donc un petit mot d'introduction et de présentation des sponsors. Voilà, il y a un petit clin d'œil particulier à Wavestone qui est cette année pour la première fois partenaire d'Agile en scène et que j'ai l'honneur de représenter. Alors avant de rentrer dans le fond des sujets, j'aimerais déjà vous présenter mon partenaire pour cette présentation, Stéphane Cauchy. Alors Stéphane, certains d'entre vous le connaissent déjà puisque c'est un Lean Agile activiste convaincu qui met en œuvre l'agilité dans les différentes entités depuis le début des années 2000, donc que ce soit sur l'agilité, le DevOps, le Lean. Il est aujourd'hui donc responsable du laboratoire d'expérimentation digitale au sein du groupe BPCE-SI. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, BPCE-SI, c'est la nouvelle structure fondée cette année, issue de la fusion des activités IT, donc de Informatique donc Populaire, ITCE pour les caisses d'épargne et Natixis. Et dans ce cadre-là, donc, avec Stéphane, on a eu l'occasion de travailler ensemble et on va vous présenter quelques retours d'expérience autour du pilotage par la valeur. Merci Juliette, bonjour à tous, c'est toujours sympa de parler de soi, comme ça positivement, merci. Donc oui, avec Juliette, on a eu le plaisir de travailler sur une problématique qu'on va partager avec vous autour du pilotage de la valeur, et notamment sur passer d'une logique programme, ce qu'on appelle chez nous programme premier, programme first, à une organisation produit first, et ça crée quelques points de friction, d'interaction intéressants. Mais d'abord, présentons aussi Juliette, Juliette Rapi, donc, qui a 20 ans d'expérience en transformation agile. Je crois que c'est une douzaine de transformations que tu as accompagnées, que tu as contribué. Et puis c'est la spécialiste safe, au moins entre nous deux, parce que jusqu'à mais aussi. Juliette, la première question, pourquoi se piloter par la valeur? Parce que je crois que les gens sont venus pour ça. Alors c'est vrai que le pilotage par la valeur, on entend beaucoup parler en ce moment. Il me semble, pour nous, que c'est un élément effectivement essentiel de l'efficacité de l'entreprise. Par contre, ce dont on se rend compte, et c'est un peu notre frustration, c'est qu'aujourd'hui c'est encore assez peu déployé. Et donc c'est pour ça que dans cette conférence, on a choisi de mettre l'accent sur cette thématique-là. Alors pourquoi se piloter par la valeur est important aussi? On va y revenir, mais un des points, c'est que finalement, rien ne sert d'aller plus vite dans la mauvaise direction. Donc on a, dans le déploiement de l'agilité qu'on a fait dans les entreprises ces dernières années, on a mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie à piloter la prédictibilité, la vélocité, à mettre en place des processus d'amélioration continue autour de ces thématiques. Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, évidemment, c'est de s'assurer que toutes les équipes sont alignées et délivrent autour de la priorité pour l'entreprise, de s'assurer aussi qu'il n'y a pas de phénomène d'auto-alimentation, comme on peut le constater parfois dans certains cas. Je voulais compléter. C'est vrai que moi, ce que je note quand même depuis quelques années, c'est notamment grâce à l'apport et ces modèles d'agilité à l'échelle. Je vais parler de l'ES, qui est juste à côté de moi. On peut aussi évoquer SAFE, notamment avec l'arrivée des trains. Clairement, les équipes ont progressé, notamment dans la démarche incrémentale, sur le pilotage de la valeur. Il y a encore quelques pas à franchir, parce qu'aujourd'hui, on mesure la valeur livrée à chaque incrément. Mais est-ce que cette valeur-là, c'est bien la valeur qui va être acquise par le client? La question reste posée. Et je vois encore peu d'équipes, peu de trains pivoter. Se dire, tiens, mais finalement, la valeur que j'obtiens, réellement, c'était pas celle que je voulais, et je pilote. Voilà, donc on a encore quelques pas de maturité à faire. Alors pour information sur BPCE-SI, je crois que c'est aujourd'hui, alors je regarde Jean-Pierre, je ne sais pas s'il a le chiffre, je crois que c'est 22 trains qu'on a en ligne actuellement. Autre élément pour arriver à convaincre finalement la transformation qui est nécessaire pour arriver au pilotage par la valeur, c'est qu'on aura toujours plus d'idées que de capacités à faire. Voilà, c'est une alimentation permanente et donc il faut absolument apprendre collectivement à faire des choix. Alors, c'est vrai que la DSI en fait est contrainte matériellement par une capacité.
notamment les difficultés à trouver des ressources, des compétences, que ce soit en interne ou en externe. Donc voilà, on a beau vouloir lancer des nouvelles initiatives, on n'est pas toujours en capacité de les délivrer du fait de ces contraintes de ressources. Deuxième élément, c'est qu'on sait que pour être performant, on a besoin aussi d'une certaine stabilité dans nos équipes. Donc il va falloir là aussi s'assurer, c'est parfois contre-productif de lancer des nouvelles initiatives qui vont durer que 6 mois parce qu'on va staffer très fort en nouveaux programmes, en nouveaux projets, qu'on va ensuite déstaffer, réaffecter à d'autres activités ensuite. Malheureusement, ça reste encore parfois le cas. Et donc il faut aussi expliquer et montrer que cette stabilité est vraiment importante pour la qualité de service et pour la performance de l'équipe. Et enfin, la DSI est une entité transverse à l'entreprise. Elle sert différents métiers et donc elle est elle-même, finalement, elle doit être garante, responsable de l'affectation de ses ressources sur les sujets qui ont la meilleure valeur et le meilleur retour sur investissement pour l'entreprise. Donc c'est pour ça, effectivement, que ce pilotage par la valeur est également très important. Un point sur le titre. Apprendre à faire des choix, c'est globalement ce qu'on attend du PO, product owner, mais je préfère presque le dire en français, le propriétaire du produit, c'est plus clair. C'est à lui de faire des choix et donc de renoncer. Est-ce qu'il est réellement dans cette situation-là aujourd'hui? C'est une question que je me pose, notamment à travers l'arrivée de l'agilité à l'échelle. On a créé des rôles de product manager. Donc j'ai quand même le sentiment à certains endroits que plutôt que d'abaisser le barricade décisionnel, on est en train de le monter. Donc point d'attention. Et puis, le PO Project Owner, ça s'est quand même beaucoup répandu. Donc, ensemble, faisons le travail pour recorriger ça, que c'est vraiment le propriétaire du produit, c'est pas le propriétaire du projet. Sans alignement sur ce qui apporte de la valeur, pas d'autonomie possible. Une décision, bazar au carré, je ne sais pas de qui est la formule, mais c'est plutôt sympa. On pourrait faire 1 heure sur le sujet de l'alignement et de l'autonomie, c'est une vraie problématique d'équilibre. Et dès qu'on monte à l'échelle, c'est beaucoup d'équipes à coordonner et la problématique d'alignement devient très forte. Alors l'alignement, c'est pas uniquement citer des objectifs, lister plein d'exigences, il faut être beaucoup plus clair. Alors, il y a des conférences autour des OKR, ça c'est intéressant. Et quelle est la valeur qu'on va aller chercher? Être très clair et si possible assez simple et communiquer sur la valeur attendue. Puisse ensuite derrière imaginer des équipes en autonomie et avancer. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Manque de clarté, et ça, globalement, les gouvernants, les décideurs sur ces programmes ont un travail à faire, de renoncer les attentes. Parce que s'ils ne renoncent pas, l'ensemble des parties prenantes vont jouer le jeu et vont dire globalement non mais c'est bon, tous les engagements vont être tenus, mais ceux qui sont au fond de la mine, les faiseurs, eux, ils savent très bien qu'on ne va pas y arriver. Donc, des objectifs qui ne sont pas clairs, ça va avoir un autre phénomène. Dans les équipes, dans nos pizza team, au mieux, statu quo, ils vont attendre les prochaines directives. Au pire, c'est l'anarchie. Ils vont décider eux-mêmes de ce qu'ils vont faire. Là, il y a peu de chances qu'on arrive ensemble à créer de la valeur pour l'entreprise. Voilà, donc on voulait partager un peu ces éléments en introduction pour se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce qu'effectivement il y a aussi derrière un changement de mindset qui impacte à la fois l'IT, les métiers, la direction générale, et donc c'est important aussi d'embarquer bien tout le monde dans ces transformations, et donc c'est quelques messages qu'on a finalement issus de nos retours d'expérience. Maintenant on va passer à la partie concrète, qui est de se dire comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre et tout ça en musique. Alors, premier élément, là aussi issu des retours d'expérience, hein, on a essayé pas mal de choses et avec Stéphane on a formalisé ces quelques slides. Le premier point qui me semble essentiel, c'est effectivement de commencer par le début, d'identifier ce qui amène de la valeur pour l'entreprise. Très concrètement, comment on fait? Première étape, on propose donc de détourer les flux de valeur, donc flux de valeur opérationnel, flux de valeur de développement. Là-dessus, en s'appuyant directement sur les très bonnes pratiques de SAFE, les ateliers donc, de détourage des flux de valeur opérationnels et de développement.
On vous renvoie, là, on pourrait faire des heures dessus, donc on vous renvoie vraiment à cette pratique-là avec les détails des ateliers pour pouvoir le faire. Là où on veut insister sur ce point, c'est vraiment de s'attacher sur chacun de ces flux de valeur à se fixer des objectifs concrets de delivery, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux amener comme valeur à la fin de ces développements. Est-ce que c'est de l'accroissement de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est de la qualité de service? Est-ce que c'est un taux de souscription supplémentaire, etc., etc. Deuxième volet, c'est aussi d'aller encore un cran plus loin, une fois qu'on a défini finalement les enjeux, les objectifs de ces flux de valeur, de s'assurer qu'au niveau des produits qui contribuent au delivery, là aussi on est parfaitement aligné sur les objectifs, la vision, à qui est-ce qu'on s'adresse, quels sont les objectifs business qu'on va chercher derrière, et de la même manière décliner très concrètement les indicateurs de résultats concrets qu'on va avoir en face. Là, finalement, la méthode qui correspond bien, ce sont les OKR. On va pouvoir avoir finalement un peu ce système de poupée russe entre les objectifs fixés au niveau du flux de valeur opérationnel, du flux de valeur développement et au niveau du produit. Ensuite, l'idéal, c'est effectivement d'aller aussi un cran plus loin. Pour délivrer cette valeur, il va falloir aussi anticiper de quelles compétences est-ce qu'on a besoin, quels sont les dimensionnements de ces compétences et quelles modalités de sourcing est-ce qu'on met en place. Pour mettre en œuvre tout ça, finalement, dans la méthode, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une vision globale, donc de commencer finalement de manière un peu macro à détourer le modèle opérationnel global de l'entreprise, donc avec des flux de valeur opérationnels un peu au niveau très macro de l'entreprise. L'idée, c'est pas non plus de passer trop de temps sur cette partie-là. Quelques ateliers de travail doivent permettre de détourer la vision macro. L'idée derrière, c'est justement de s'assurer que dans les flux de développement qu'on va découper, il y ait le moins d'adhérence possible. Donc d'avoir cette vision globale. Par contre, au niveau de la mise en œuvre, là, ce qu'on recommande vraiment, c'est d'y aller étape par étape, donc sur le déploiement opérationnel, flux de valeur de développement par flux de valeur de développement, pour pouvoir tester, pour pouvoir s'assurer, pour pouvoir embarquer aussi, parce que là aussi, en termes de conduite du changement, un certain nombre d'actions à mettre en place. Et donc, toute cette structure, finalement, flux de valeur de développement et produit, va devenir la structure du pilotage du flux de valeur, avec derrière, finalement, les rôles et les rituels à chacun de ces niveaux qui vont permettre d'aligner et de suivre la valeur délivrée. On y reviendra un petit peu plus tard. Les gens sont sages, je pense qu'ils voient tes paroles, donc on va vérifier s'ils ont tout compris. Donc sortez un cahier, un crayon et dessinez-moi le flux de valeur opérationnel et le flux de valeur développement de votre activité actuellement. Alors je vais vous partager la première fois qu'on a fait un atelier de Value Stream, c'était fin 2020. On décide de lancer un programme significatif. Globalement, il tourne entre 6 000 et 10 000 jours par an. L'objectif, c'est d'automatiser les activités de back-office bancaire. Par exemple, on pense à des contestations cartes, de levée d'hypothèque sur les crédits, tout ce qui, en général, n'est pas totalement fait en agence, pas totalement automatisé, donc on s'appuie sur le back-office. Et pour ça, on s'appuie sur des capacités de process manuel. Donc, projet démarré en 2020, on lance un premier incrément, environ entre 80 et 100 personnes de mémoire en ligne. Comme souvent, on était très vite sur le cadrage. Et puis sorti du premier incrément, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? La valeur attendue n'était pas là. Finalement, les équipes étaient parties en mode projet. Et pour la direction de programme, quasiment impossibilité de prendre les décisions. Parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations, ils ne savaient pas globalement, entre le nombre de futurs qui étaient lancés et celles qui allaient arriver à bon port, aucune idée. Donc le coach agile qui était sur le sujet, Jean-Baptiste, a dit tiens, mais si on faisait ce que nous dit Safe, travailler sur un atelier Value Stream. Quelle bonne idée. Donc ils ont dessiné leur flux opérationnel, ils ont représenté les briques applicatives,
Il fallait soit builder, soit faire évoluer les équipes qui participaient, et puis toutes les dépendances. Voilà. Donc un atelier collectif avec l'ensemble des personnes qui participaient. Et là, ça a été assez visible pour tout le monde, en disant, mais oui, si on continue à travailler comme ça, on ne va pas sortir la valeur attendue et ça ne va pas bien avancer. Donc ce qu'on voit pour le premier incrément, on va le voir pour le deuxième et le troisième. Le projet est toujours en cours. Et donc ils se sont dit, bon, on va arrêter de s'organiser en mode projet, globalement un peu component team, ceux qui avaient la partie instruction de crédit assez dans leur coin, ceux qui avaient le hub de process mining, etc. Ils avaient même une équipe d'IHM, parce que c'était donné aussi un challenge d'intégrer la technologie ERIA. Donc ils avaient carrément fait une équipe qui faisait les IHM ERIA pour tous les autres. TikTok. Donc très éclairant, donc ils ont pris un certain nombre de décisions. Donc déjà, on passe en mode feature, et avec clairement un PO par feature, avec une responsabilité claire. Mise en place d'un navigateur de priorisation par la valeur métier. Comme on est sur des activités d'optimisation des actes de gestion, des actes de back-office, il est assez facile d'identifier le gain en jour homme qu'on va avoir dans les agences, dans les back-office des banques populaires. Donc ça, c'était une priorisation. Mise en place d'un Kanban d'initiative, d'épiques pour pouvoir suivre, avec capacité même, aujourd'hui, ils calculent le délai de mûrissement. L'épique, alors quand je dis épique, c'est épique au sens Jira, donc pas safe, hein, c'est la feature. Et puis surtout aussi alignement des pratiques de Scrum Mastering et puis des PI planning qui apportent réellement de la valeur humaine. Et leur modèle est aujourd'hui scalable, donc ils ont fait une partie des crédits PART, ils font les crédits pro, ils font les cartes et ils continuent. Donc le fait déclencheur a été cet atelier, merci, 15 minutes. Fait déclencher cet atelier de value stream qu'ils ont partagé tous ensemble, et on l'a même été présenté au comité de direction générale, qui a bien compris le mécanisme, et dit ok, on comprend maintenant comment on doit s'organiser au niveau de nos programmes, nos projets, pour avoir toute la puissance de l'agilité et du mode produit qui était sous-jacent dans notre organisation. Et donc on avait une recommandation qui est systématiquement en cadrage de faire des ateliers de value stream pour identifier les flux de développement. Et après, on a fait sur un domaine, mais ça va être l'histoire suivante. Donc, effectivement, merci pour ce retour d'expérience très parlant. Ce qu'on a tiré également comme enseignement, ce sont quelques facteurs clés de succès, comme deuxième étape, finalement, une fois qu'on a constitué ces flux de valeur et ces flux de développement, autour de la consolidation des initiatives pour permettre derrière leur arbitrage. Alors la consolidation, le premier élément, c'est de se référer là, au portfolio Kanban. Là aussi, on a un outil qui fonctionne très bien, préconisé par SAFE, qu'on va chercher à appliquer. Ce dont on s'est rendu compte là aussi dans les facteurs clés de succès, c'est vraiment de trouver le bon niveau de granularité pour pouvoir justement avoir des niveaux d'initiative qui soient comparables et des arbitrages qui puissent être comparables colonne après colonne dans le Kanban. Ça, c'est vraiment un point d'attention particulier sur ce portfolio Kanban, qui a par ailleurs une très bonne vertu sur la communication, à la fois vis-à-vis des métiers, vis-à-vis des instances de décision, et du coup comme très bon outil de pilotage. Deuxième élément, c'est de se mettre d'accord aussi sur finalement qu'est-ce que la valeur pour nous et pour notre entreprise ou pour notre contexte. Donc là ça paraît simple, mais finalement si à un moment donné on ne se met pas tous autour de la table pour justement se poser la question, notre flux de valeur, nos produits, à quoi est-ce qu'ils contribuent et comment est-ce qu'on va mesurer les choses, là aussi aucune chance de réussite. Donc très concrètement, il faut déjà organiser ces sessions un peu de brainstorming et d'identification de la valeur. Idéalement, au niveau de l'entreprise, là aussi, si on peut déjà commencer au niveau de quelques flux de développement, c'est déjà pas mal. Et prendre la valeur finalement dans son acceptation d'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a différentes dimensions, aussi bien la valeur apportée à l'entreprise globale, au niveau de la stratégie, la valeur pour les collaborateurs, la valeur pour la société, finalement, est-ce que mon produit a un impact positif ou négatif, par exemple, sur l'environnement, et puis bien évidemment la valeur pour les utilisateurs finaux.
Et donc finalement, toutes ces dimensions vont pouvoir constituer une grille de critères à l'aune de laquelle on va évaluer nos différentes epic features pour pouvoir justement les arbitrer sur cet indicateur. Et comme le disait Stéphane, typiquement ça peut être un gain de FTE qui va être comparé, est-ce que ma feature contribue plus ou moins à réaliser ce gain de FTE. Dernier élément très important, c'est justement de découper toutes les initiatives dans des MVP dont on va pouvoir mesurer le delivery de valeur sur des temps courts. Idéalement à minima tous les 3 mois, j'ai mis max vraiment tous les 6 mois si vous n'arrivez pas à faire autrement. Si vous savez le faire plus court, c'est encore mieux. Mais je dirais que c'est là aussi une hygiène finalement à mettre en place que de s'astreindre à piloter et suivre et découper ces investissements autour de ces rythmes de 3 mois qui vont se caler avec les incréments. Et enfin, dernier point important, et pas des moindres puisque ça touche au financement, c'est peut-être là-dessus qu'il y a le plus de conduite du changement à faire, c'est d'arriver justement à financer uniquement ces premiers MVP et n'enclencher le financement des suivants qu'à partir du moment où on a le résultat concret de la valeur réellement délivrée par les produits. Voilà pour la théorie, maintenant quelques exemples pratiques. Sachant qu'on est encore loin d'atteindre tous ces conseils, on a encore beaucoup à progresser. Je vous disais qu'on avait fait un atelier Value Stream sur un programme, on avait partagé avec la direction générale, ils ont trouvé ça génial, ils disaient mais non, faites-le sur un domaine et puis on va vous donner le domaine. Il y a un domaine qui est sous tension, ce sont les crédits, c'est logique, parce que les crédits aujourd'hui avec la digitalisation, il y a beaucoup d'évolutions et toujours plein de réglementaires et c'est encore le cas. On dit ok, on va faire la Value Stream sur les crédits. C'est une douzaine de pizza team sur 3 produits, donc chaque produit il y a un product owner, bien. Et puis on regarde un peu les gros sujets qu'ils ont, et en fait on s'aperçoit qu'ils sont adhérents à 7 trains. Chaque train, c'est un flux opérationnel avec un business owner qui n'est pas sur le périmètre crédit, parce que leurs trains sont bien plus larges uniquement que les crédits. Donc on leur parie, qu'on leur dit, c'est voilà, vous montez 7 wagons, répartis dans 7 trains, partez de la gare de Montparnasse et vous devez arriver à Brest dans l'ordre. C'est ça en fait, qu'on leur demande. Donc ça je pense que vous devez le rencontrer dans vos entreprises si vous multipliez les trains. Là on s'est dit il y a un problème. Donc le problème c'était déjà un problème humain. Les équipes étaient passées d'une dizaine de pizza team à 20 pizza team en 2021. C'est un problème de qualité logicielle. Il faut diffuser la compétence, le savoir-faire. Et sur des temps aussi courts, vous ne pouvez pas transférer le savoir-faire et la compétence sur des applications aussi sensibles. Donc ça s'est retraduit clairement sur le ROI avec le nombre d'incidents. Donc on s'est dit, bon, on n'est peut-être pas en train de prendre le sujet par le bon bout, et on va inverser. Et maintenant, si on se dit que la vraie value stream, c'est les crédits, qui est un process multi assez clair dans la banque, l'instruction, le recouvrement. Et donc on a, sur le slide suivant, alors, le dessinateur n'est pas dans la salle, il a fait une conférence cet après-midi avec Guillaume. Et, il a fait quand même du scribing très impactant de l'entreprise. Et on s'est dit on va inverser. On va inverser, finalement, on va vénérer tout le monde sur une chaîne de valeur très claire qui sont les crédits. Et les gens vont monter dans le train crédit. Donc c'est ce qu'on a mis en place en 9 mois. C'est opérationnel depuis la fin de ce semestre. Avec, alors j'ai pas eu les animations, je n'avais pas vu. Donc des objectifs qu'on s'était donnés et qu'on a globalement atteints. Donc le premier, c'est la priorisation globale dans une démarche itérative et incrémentale, donc avec l'ensemble des donneurs d'ordre. Régulièrement, on priorise avec eux sur la valeur attendue et puis les contraintes réglementaires, parce que je dis, il n'y a pas que de la valeur perçue pour la banque, il y a aussi des obligations à intégrer. Donc on a ce qui permet d'alimenter clairement une feuille de route, de visualiser le flux d'activité. Donc pareil, ils ont leurs initiatives, leur board d'épique, ils savent exactement ce qu'ils doivent produire pour l'incrément en cours, et les pizza teams avec leur user story. Aujourd'hui, le chaînage est assez clair. Et puis une gestion élastique et raisonnée des capacités. Donc j'ai pas mis de gestion, une approche capacitaire, c'est volontaire. C'est aujourd'hui un gros mot dans notre entreprise, je vous le dis, je ne sais pas si on veut le partage.
mais certains ont traduit ça comme quelque chose d'assez fixe, très figé. On utilise le terme plutôt d'approche élastique, savoir un peu moduler par rapport aux ambitions de notre travail. C'est vraiment ce qu'on demande aux équipes aujourd'hui. Donc l'apport de valeur, il est très net d'abord pour les équipes. Donc elles ont trouvé de la stabilité, alors elles restent encore à gagner de la sérénité, et nous ils ont trouvé de la stabilité. Derrière, c'est trois trains aujourd'hui. Donc en fait, on est un modèle de solution. Si on regarde le safe, donc on a quelqu'un qui joue le rôle de STE, etc. On y reviendra plus tard. Et puis il reste encore des choses à gagner parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est vraiment du pilotage précis par la valeur. On ne sait pas dire, ok, on a livré tant de features, tant de fonctionnalités, voilà celle qu'on va livrer sur le trimestre à venir, parce que nos actions, c'est globalement à peu près un trimestre. Mais quelle est la valeur réelle livrée au client final, ça, on ne sait pas encore le dire. Donc s'y attelle, on y va. Est-ce que tu veux compléter sur ce sujet ? Non, mais peut-être illustrer finalement par justement cette partie rôle et rituel à mettre en place pour piloter, donc d'un point de vue très, très concret. Le premier point, c'est effectivement de s'assurer d'aligner la priorité des backlogs sur la priorité par rapport au niveau de valeur attendue. Donc on a défini finalement nos éléments qui nous permettent de définir la valeur. On a nos flux de développement. L'idéal, c'est effectivement tout serait bien aligné entre la priorité du flux de développement, la priorité du produit et puis le backlog concret des équipes. Ça, en fait, ça va nous permettre de construire un capacity planning. Là aussi, peut-être premier temps au niveau du flux de valeur de développement concerné, pour repositionner finalement quelle est la capacité disponible de mes équipes pour travailler sur des sujets prioritaires. Donc on va reprendre justement toutes ces features qu'on va classer par niveau de priorité, on va les affecter aux produits ou aux trains qui délivrent, et avoir ce capacity planning qui va nous permettre d'identifier quels sont les goulots d'étranglement et quelles sont au contraire les disponibilités d'équipes, ou des équipes qui sont affectées à des sujets peut-être les moins prioritaires pour lesquels on va pouvoir réaffecter un certain nombre de features. Deuxième élément, c'est effectivement arriver à collecter régulièrement la valeur réellement délivrée. Donc les deux dimensions ils sont hyper importantes, et c'est là où souvent c'est un peu compliqué. Pour ça, plusieurs manières de faire. Vous avez la partie un peu industrielle, typiquement des analytics. Vous avez les enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs directement, donc aussi bien quanti que quali. Et puis après, vous avez toutes les étapes un peu intermédiaires, lors des démos que vous faites avec vos métiers, lors des PI planning où on peut justement comparer la valeur attendue versus la valeur délivrée, lors des reviews où on va faire l'analyse justement de ces écarts, etc. Donc en fait, tous ces points de mesure sont hyper importants à mettre en œuvre là aussi de manière la plus régulière possible. Si ça peut être fait tous les sprints, c'est parfait. En fait, on se met en amélioration continue aussi sur cette thématique-là. Dernier point, c'est finalement cette valeur réellement délivrée va venir alimenter le processus de décision et de réarbitrage pour justement se dire finalement j'avais investi dans mon MVP pour l'incrément à venir. Est-ce que la valeur réellement délivrée que je viens de collecter correspond à celle qui était attendue? Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce qu'il faut que je pivote? Et là, mettre en place aussi les instances finalement préconisées par SAFe de portfolio sync ou portfolio review. Les rôles clés pour ça, on retrouve donc le product manager dont tu parlais tout à l'heure, Stéphane, l'agile PMO qui va centraliser l'ensemble de ces éléments, et puis peut-être j'aimerais mettre à l'honneur aussi les rôles de Solution Train Engineer, RTE, Scrum Master, qui vont en fait être un peu la cheville ouvrière pour aller capter, consolider tous ces indicateurs et s'assurer justement qu'on les collecte bien au niveau de l'équipe. Donc toujours sur le dossier crédit qu'on appelle chez nous Credit à Scale, c'est son petit nom. Donc il reste 2 minutes. Donc en fait ils sont arrivés aussi à une conclusion, il leur fallait un product manager. En fait historiquement dans leur domaine il n'y avait pas de product manager, c'est devenu important. Et là j'ai changé avant-hier avec lui, il me disait Aïe, maintenant dans nos PI planning on se donne des objectifs de cadrage. Donc cadrage c'est j'ai un nouveau besoin qui arrive. Et donc ils se disent maintenant à chaque PI planning on va être capable de cadrer 3 ou 4 nouveaux besoins. Waouh, super. On continue. Le delivery manager, qui était les gens en place, qui était le patron, on va dire, l'IT du domaine, finalement, c'est lui qui assume le rôle de STE.
pas rajouter un rôle de STO, ça n'a pas de sens. Et puis par contre, ils ont créé un rôle, alors qu'ils ont appelé Portfolio Manager, je pense que c'est assimilable à Agile PMO, ça, qui lui est focalisé clairement sur la fluidité de tout ce Kanban, de l'initiative, des éthiques, de produire les indicateurs, de regarder s'il y a des troublements, etc. Faire fonctionner le système. Il suffit de servir au niveau du domaine, et bien sûr, train par train, on va retrouver un KIO, un RTO, etc. Et puis là, il y a leur rituel, je crois que je les ai évoqués, et toujours sur la terminologie Jira et non pas Safe. Voilà, donc on a passé pas mal d'informations. Donc, ce qu'il faut retenir en synthèse, hein, c'est vraiment se piloter par la valeur, c'est essentiel pour être plus efficient. Ça, je pense que voilà, on a essayé de le démontrer. Commencer par déployer un modèle opérationnel qui soit aligné sur vos flux de valeur, et donc voilà, définir flux de valeur opérationnel, flux de valeur de développement, organisation produit. Consolider la vision de la valeur qui est attendue donc dans ce fameux portfolio Kanban, pour justement derrière pouvoir préparer la prise de décision et donc pouvoir derrière financer les différents incréments. Et enfin, mettre en place les rôles et les rituels qui vont permettre de réarbitrer régulièrement en fonction de la valeur réellement délivrée. Voilà, en espérant que ça vous inspire pour la suite.